Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCAS, le podcast média de Values. Voilà, c'est fini. Les cookies ont disparu. Bon, en fait, ça fait 2 ans que Google nous l'a promis, juré, et puis, c'est toujours pas le cas. Et pourtant, cette question agite beaucoup les agences, les annonceurs, les technologies, qui cherchent comment continuer à toucher leurs cibles en respectant la réglementation, en respectant les règles des moteurs de recherche, etc. Il existe une nouvelle solution d'ID unique, elle se nomme UTIC. À quoi ça sert ? Quelles sont les parties prenantes de cette nouvelle aventure ? Y aura-t-il un avant et un après ? Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Sophie Poncin, directrice générale d'UTIC France. Bonjour Sophie. Bonjour Jérôme. Est-ce que tu peux nous présenter UTIC, sa mission et son ambition ? Oui. Merci déjà de m'avoir invité et ravi pour cette introduction. Alors UTIC, c'est une entreprise d'AdTech qui a été créée en mars 2023. Donc on a fêté notre premier anniversaire. Et on a été créé par l'alliance de 4 grands telcos européens que sont Orange, Vodafone, Telefónica, Deutsche Telekom. Et on est présent dans 5 pays aujourd'hui, donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, le UK et dernièrement l'Italie. Alors UTIC, c'est finalement 2 propositions de valeur. La première, c'est à destination du marché publicitaire digital. C'est une solution d'identifiant unique, puissante, alternative aux cookies tiers. La deuxième proposition de valeur, elle est à destination des utilisateurs par une approche du consentement respectueuse et aussi par la mise à disposition d'outils pour mieux gérer ces données personnelles. Donc tu nous as dit, c'est 4 opérateurs européens, dont Orange, dont tu viens, je crois. Yes. Est-ce que d'autres telcos, d'autres opérateurs téléphoniques pourraient rejoindre, tu dis UTIC d'ailleurs. On dit UTIC. UTIC. Pourraient rejoindre UTIC, ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs, même de la tech en France, qui participent déjà à ce projet ou qui vont y participer ? Alors, c'est pas les sollicitations qui manquent. En revanche, il n'est pas prévu à court terme de nouveaux entrants dans le capital. Pour autant, dans chaque pays dans lesquels nous sommes présents, nous passons des partenariats avec des opérateurs telco locaux. C'est le cas en France, par exemple, avec SFR et Bouygues. Et donc, aujourd'hui, si on prend le cas de la France, Orange, SFR et Bouygues, ça représente pas loin de 80% des connexions Internet en France. Et nous discutons avec Free qui pourrait nous rejoindre au cours des prochains mois, ce qui nous permettrait là de mapper quasiment 100% des connexions Internet en France. Et sur les techs, est-ce qu'il y a aussi des ambitions de s'associer à d'autres techs particulièrement, ou est-ce qu'on va dire que c'est vous, la tech, et puis après, il y a les opérateurs ? En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Vraiment, on est une jeune société, 1 an d'existence, il faut qu'on fasse nos preuves. On suscite de l'intérêt, ça c'est vrai, et ça c'est bon signe, mais il n'est pas prévu à court terme de nouveaux entrants. Bon, il faut refaire un peu de pédagogie sur cette histoire de fin des cookies et sur le fameux RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce qui se passe concrètement et quels sont les grands enjeux qui font que UTIC a une raison d'être aujourd'hui ? Oui. Alors, la fin des cookies tiers, il faut bien voir que effectivement, ça va être une révolution. En fait, c'est une rupture technologique majeure. Je crois qu'on n'en a pas connu dans l'industrie depuis le début. En fait, pour moi, il va y avoir 2 enjeux. Le premier, c'est l'adressabilité à l'ère du cookie-less. Et le deuxième enjeu, pour moi, c'est la protection des données. Et finalement, quand on regarde bien sur l'enjeu de l'adressabilité, aujourd'hui, avant même que les cookies tiers disparaissent, c'est 50% de l'open web qui n'est déjà plus adressable. On n'a pas ça en tête, mais il faut se souvenir qu'il y a quelques années, Safari, Firefox avaient déjà supprimé les cookies tiers de leur navigateur. À cela, si on rajoute Edge et les non-consentements, on est à peu près dans ces 50% de non-adressabilité de l'open web. C'est considérable et finalement, avec Google qui prend la décision de faire ça sur Chrome, ça va être 100% de l'open web qui ne sera plus adressable. Et c'est quand même paradoxal parce que c'est 2/3 du temps passé, l'open web. Et donc, nous, notre ambition, on va le voir avec la puissance de nos assets, c'est de rétablir 80% d'adressabilité de l'open web. C'est considérable. C'est même plus que la situation des cookies aujourd'hui. Effectivement, cette rupture technologique dont je parlais tout à l'heure, il faut bien voir que ça va impacter massivement
tous les use cases du marketing digital, que ce soit du ciblage, du capping, du retargeting ou même de la mesure. Et ça a l'air de rien, mais c'est ce qu'on faisait depuis des décennies. Et tout ça ne va plus être possible avec les cookies tiers. Sur l'enjeu de la protection des données, alors moi j'ai envie de dire que finalement la fin des cookies tiers, c'est l'illustration même des difficultés de notre industrie à savoir gérer la privacy toutes ces années passées. Et d'ailleurs, ça se traduit concrètement dans la chute des consentements. Ces dernières années, on est maintenant à 40% de non-consentement, c'est considérable. Donc ça, c'est les gens qui mettent refuser tout. Qui refusent sur quand ils voient s'afficher les pop-ins de consentement. Et donc, c'est la CNIL qui a produit ce chiffre il y a quelques mois. Et ça n'a cessé de progresser. Donc, on voit bien qu'il y a une défiance des utilisateurs très, très forte. Et puis donc la conséquence de tout ça, c'est aussi effectivement un durcissement des régulateurs et notamment le RGPD, tu en parlais. Donc pour nous, en fait, il y a une urgence à changer de paradigme pour préserver finalement la valeur du marketing digital qui est réelle et rétablir cette confiance des utilisateurs dont je parlais tout à l'heure. Et nous, il faut bien voir que dans ce contexte, on entend jouer un rôle de catalyseur du changement. Pourquoi ? Eh bien pour justement favoriser un marketing digital plus responsable. On voit à quel point ça a été compliqué pour l'industrie de le rendre responsable. Et finalement, au bénéfice de tous, c'est-à-dire des utilisateurs, des publishers et des marques. En quoi est-ce que YouTeek est une solution, on va dire, différente pour traiter de toutes ces questions, aussi bien d'ailleurs pour les marques que leurs agences, mais aussi que côté utilisateur ? Pour plein de raisons. Je me doute bien. Déjà, on peut regarder un petit peu. Finalement, nous, on est arrivés les derniers sur le marché des solutions d'identifiants alternatives. Donc, si on regarde bien les solutions qui existent jusqu'à présent, on voit bien qu'elles présentent certaines limites, que ce soit en termes de reach, pour les solutions dites basées sur l'email, par exemple, des limites sur les questions de stabilité de l'ID, et ça, c'est le cas pour les solutions dites probabilistiques. Et enfin, des limites en ce qui concerne la pérennité de la solution. Et là, c'est le cas plutôt des solutions dites basées sur le bootstrapping. Donc nous, ce qui fait notre spécificité, notre grande force, c'est d'être finalement dans une nouvelle approche technologique innovante et finalement d'être techniquement alimenté par les réseaux des telcos, des opérateurs telcos. C'est ça qui fait tout. Et aujourd'hui, cette approche, elle nous permet de proposer une solution 100% déterministique, une couverture inégalée, j'en parlais tout à l'heure, à l'échelle, cross-device, pérenne parce que non dépendante des navigateurs, puisqu'on se situe au niveau du protocole HTTPS, donc on n'a pas cette épée de Damoclès des navigateurs qui pourraient tout d'un coup perturber notre solution. Et cela dans le plus strict respect de la réglementation. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le respect des données privées des utilisateurs. Et là-dessus, nous, on entend être les best in class et presque être le nouveau standard de la privacy. Donc finalement, tous ces assets, tu vois à quel point ils sont uniques et ça nous permet de couvrir tous les besoins du marché. Je reprenais tout à l'heure les use cases classiques de ciblage, capping, retargeting, mesure, et même d'apporter une valeur ajoutée par rapport aux cookies tiers. Pourquoi ? Comme notre identifiant est cross-navigateur et cross-device, il permet finalement de réconcilier les audiences et donc d'apporter cette valeur que n'apportaient pas les cookies, puisqu'on avait un cookie par device, un cookie sur le web, un cookie sur le mobile. Donc finalement, on voit bien que c'est quelque part une opportunité d'apporter de la valeur, et ça c'est super. Après, moi je me dis que l'enjeu est tel que il y aura les walled gardens, bien sûr, comme il y a toujours eu, et donc pour être une solution d'identifiant suffisamment puissante, il faut être une alternative puissante, scalable et avoir une dimension internationale. Parce que quand on joue dans cette cour, on est face à vraiment des acteurs très puissants et à un moment donné, il faut finalement cocher toutes ces cases pour pouvoir satisfaire tous les besoins et puis s'inscrire dans la durée. Est-ce que tu serais capable de me décrire ce qu'il se passe pour moi, utilisateur ? Effectivement, tu dis que c'est cross-device, etc. Tout le monde avait à peu près compris les cookies qui se
se déposait, etc. Là, la différence avec l'ID, c'est quoi? C'est-à-dire que si je me connecte à un site, comment on va savoir que c'est moi et comment, à partir de là, on va pouvoir commencer à comprendre qui je suis et donc à me cibler tout en respectant les données. Si on devait essayer de le faire le plus simple possible dans la navigation. Ça va être difficile en quelques mots, mais concrètement, quand tu vas sur un site qui est partenaire de Utic, donc qui a intégré le script Utic, eh bien à ce moment-là, tu disposes d'une adresse IP et à partir de l'adresse IP, l'opérateur telco va faire le lien avec le contrat d'utilisateur. Donc, il va faire le lien avec ton contrat d'abonné. Très bien. Et à partir de ce moment-là, va créer l'identifiant qui va être renvoyé en local sur le device de l'utilisateur et sur le site. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on sera en capacité de te reconnaître, y compris si tu retournes chez toi, tu te connectes sur le même site en Wi-Fi, on garde cette stabilité de l'identifiant. D'accord. Et finalement, comme je disais que tout se base sur la connexion Internet, eh bien, ensuite, quand on aura mis en place le Wi-Fi, ça sera pareil quand tu te connecteras sur le desktop, sur le Figaro.fr. Si tu as été reconnu via ton mobile, tu seras également reconnu via le Wi-Fi. Et donc tout ça anonymisé. Ah oui, c'est comme ça qu'on respecte l'iPrivacy, parce que si on se dit attention, il y a quand même ce lien avec le contrat, il y a quand même beaucoup d'infos dans le contrat. Tout est pseudonymisé, c'est effectivement. Et alors là, je veux bien préciser les choses, c'est-à-dire que on n'embarque pas du tout de data, de telco, etc. On est un enabler, donc on va vraiment être finalement un nouveau véhicule technologique. Pour permettre au marché de continuer à faire tous les use cases que je citais tout à l'heure. Donc, il faut bien faire la différence entre la data opérateur qui appartient à l'opérateur et ce qu'on propose qui est vraiment de l'ordre de la solution technologique et le véhicule technologique. Ça, c'est super important parce que c'est la confiance qu'on va installer avec l'utilisateur. Voilà. Et ça, ce qui a donné lieu d'ailleurs à notre approche de consentement, hein, puisqu'il y a la plupart des cas, il y a une popine dédiée où on demande le consentement, on ne s'intègre pas dans le TCF parmi des centaines de vendors, par exemple, parce qu'on veut, et nos actionnaires, il ne faut pas oublier qu'on appartient à des telcos, ont souhaité s'assurer qu'en effet, il y ait une protection totale de leurs abonnés d'une certaine façon. Et au travers de ce consentement, je parlais d'outils tout à l'heure, de proposition de valeur vis-à-vis de l'utilisateur, à partir de son consentement, on donne accès à l'utilisateur à ce qu'on appelle un consent hub, donc c'est une sorte de portail, un endroit où l'utilisateur va retrouver tous les consentements qu'il a donnés à Utic. Et à tout moment, il va voir quand il l'a donné, quand le consentement va se terminer, il peut s'opt-outer à tout moment, donc c'est ce qu'on appelle finalement redonner la maîtrise et le contrôle à l'utilisateur. Et donc, il y a une durée de vie, parce que tu dis quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Oui, après, pour l'instant, c'est 3 mois, mais il est possible qu'on l'étende à 6 mois. Oui, parce que les cookies, ça pouvait rester éternellement si on ne les supprimait pas. Ils étaient un peu moins valables après. Mais... théoriquement, effectivement, en tout cas pour les consentements, aujourd'hui, dans les CMP des éditeurs, c'est de l'ordre de 6 mois à 9 mois l'usage. Il n'y a pas de règles imposées, en fait, en la matière. Ok, donc là, on reprend un peu le contrôle. Ouais. Du coup, comme vous êtes, comme Utic appartient à des telcos, vous êtes donc fournisseur de box, c'est tout l'intérêt. Est-ce qu'on peut imaginer que Utic va fonctionner aussi sur la télé ? Et notamment en télé segmentée ou en télé connectée. Voilà, c'est quoi le modèle là-dessus sur les télés ? Ça fait partie aussi de notre grande force et l'aspect dont je parlais tout à l'heure, la scalabilité, c'est-à-dire que comme on est basé sur la connexion Internet, on s'affranchit du device. Et donc la CTV, bien sûr, rentrera dans cette logique. Alors c'est d'ailleurs sur notre roadmap, très clairement, plutôt en 2025, parce que là, il y a quand même déjà une roadmap très chargée pour déjà exploiter tout le potentiel qu'on a décidé de proposer au marché. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait possible. En fait, tout ce qui est connecté, en réalité.
D'accord. Ça pourrait même être une montre connectée, enfin j'exagère, mais en tout cas la CTV bien sûr. Ok, donc même si demain on passe plus par une box internet ou qu'elle est intégrée à la télé, en fait, peu importe. Peu importe la façon dont finalement l'outil qui permet la connexion, c'est la connexion proprement dit qui est la base de la création de l'identifiant. Et tu disais tout à l'heure incidemment que quand la Wi-Fi arrivera, Oui. ça, parce que pour l'instant c'est uniquement sur les réseaux mobiles. Pour l'instant, la reconnaissance, la création de l'ID tel que je l'ai décrit tout à l'heure, elle se fait quand tu es en 3, 4, 5G. D'accord. Donc le Wi-Fi va arriver dans un peu plus d'un mois avec le premier opérateur SFR. Il sera suivi d'Orange et de Bouygues un mois après. Donc c'est vraiment là dans notre roadmap, enfin on y reviendra probablement à la fin, mais ça fait partie vraiment pour nous d'un step très important puisque ça va permettre vraiment de multiplier par 3 ou 4 notre reach. Carrément. Bon, c'est un sujet assez technique et complexe, vu le nombre d'acteurs et de compatibilité technologique. Et même si la fin des cookies dans Chrome est imminente, est-ce que le marché est mature, d'après toi, pour accélérer sur ces questions, pour s'emparer de ce nouvel outil? Quel est ton feeling par rapport à ça? Et puis le retour aussi que tu as des parties prenantes. Ça, c'est vrai que c'est complexe. En même temps, si on regarde notre solution, un de ses avantages aussi, c'est de s'inscrire dans les schémas existants, ce qui permet au marché de retrouver ses repères. Si on prend d'autres solutions type la Privacy Sandbox, c'est de la création de schémas complètement différents et pour le coup, sur lesquels on n'a pas encore le recul sur les capacités, les performances. Donc, quelque part, notre solution... encore une fois, comme c'est un enabler qui va finalement permettre de rétablir des choses qui ne seront plus possibles avec les cookies. Donc, pour le coup, on facilite la tâche du marché. Alors, c'est sûr que, tu en parlais tout à l'heure, mais les multiples reports de la décision de Google depuis 2 ans, ça a favorisé finalement une certaine posture d'attentisme de la part du marché, qui perdure d'ailleurs, jusqu'à ce que les cookies disparaissent vraiment. Alors, Google a commencé avec 1% en début d'année. On ne sait pas très bien comment va se faire la montée en charge, mais enfin, si c'est 100% à la fin de l'année, il va bien falloir que ça s'accélère un peu. C'est vrai que maintenant, c'est dans quelques mois, théoriquement, en septembre, ça devrait être l'accélération. Et je pense que le temps presse. Et moi, je constate un peu 2 vitesses. D'un côté, les éditeurs qui, eux, sont en marche, qui implémentent des solutions alternatives. On le voit bien puisque par rapport à notre propre montée en charge de partenariat avec les éditeurs, on en a de plus en plus. Donc là, vraiment, ils sont les premiers à s'être mobilisés et à être dans l'action. Et la deuxième vitesse, c'est côté annonceur. C'est vrai qu'on est encore dans une presque... il tarde à prendre conscience de la problématique et même et à agir. Donc, je pense que d'ailleurs, le rôle des agences va être complètement déterminant pour les conseiller, les aider à accélérer sur cette question. Donc finalement, c'est ça la situation. C'est que c'est allez, on va dire, on parle de J-3 mois, quoi, maintenant. C'est pas beaucoup. Et voilà. Alors c'est le rôle de ce podcast, c'est bien, ça fait comme ça. Tout le monde va pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Oui. Concrètement, comment est-ce que UTX s'insère dans la chaîne de valeur? Si je suis annonceur ou agence, quels sont les moyens que j'ai pour activer la solution UTX? Tu parlais des éditeurs, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même les différentes parties prenantes qui sont en jeu. Donc si je comprends bien, des deals avec les éditeurs pour implémenter le script qui permet d'activer UTX, les telcos, bon, ça c'est la maison si je puis dire. Et puis ensuite, quand on est agence ou annonceur, comment on fait pour activer concrètement? Très simple. Tant mieux. Je le disais tout à l'heure, en fait, l'avantage qu'on a, c'est s'inscrire dans les schémas existants et les schémas d'intégration. Je pense au DMP, au DSP, au CDP, enfin tous les acronymes qu'on connaît tous. En fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs utilisations possibles de UTIC. Si j'en cite 2 principales. Le premier niveau, qui est finalement d'utiliser l'ID UTIC au sein d'un DSP partenaire de UTIC pour gérer son capping, sa fréquence donc d'exposition. Ça, c'est le premier cas d'usage. Là, on n'est pas obligé d'implémenter, l'annonceur n'est pas obligé d'implémenter UTIC sur son site. En revanche, justement, le deuxième niveau, c'est d'intégrer UTIC sur son site. Donc, un simple script, pour finalement pouvoir alimenter ces outils first party
de créer ces audiences, à partir de là, ces audiences basées sur UTIC, et de pouvoir faire du retargeting et mesurer l'attribution sur les environnements cookieless. Ça, c'est super important. Et donc, vraiment, là, on est dans les use cases qui sont essentiels pour le marché. Et ça, c'est possible dès maintenant. Finalement, ça remplacerait presque les CRM, en fait, quand on... Non, en Ça fait, pourrait. nous, finalement, on permet à l'annonceur d'intégrer toutes ces données, que ce soit des données CRM, des données, de la first party, quelle qu'elle soit. De visite pure ou ce genre de choses. Voilà. Oui, mais dans des univers où on est logué sur des sites de ouais. marques, par exemple, ça peut être intéressant, justement. Tout à fait. Alors, par contre, hormis l'e-commerce, il y a assez peu d'annonceurs qui ont des logs, qui ont vraiment des Les banques, utilisateurs logués. les assureurs, il y a quand même pas mal. On est de plus en plus logués aujourd'hui sur les sites des marques. Mais pour autant, effectivement, il faut quand même une clé de réconciliation avec un ID UTIC, parce que si en effet on veut activer cette donnée sur un éditeur, eh bien, il faut être en capacité finalement de pouvoir le retrouver au niveau de l'éditeur. Donc vraiment, Et on pourra faire du lookalike ou de ce genre de choses aussi par rapport à... Non, ça sera vraiment beaucoup plus précis que ça. Ouais, c'est ça. D'accord, on pourra retoucher ces gens-là. Pour le coup, ça sera pas de la probabilité, quoi. Ça sera vraiment... Et puis d'ailleurs, au passage, on sait qu'on est dans une industrie où il y a beaucoup de fraude. Alors on a du mal à la mesurer, mais elle existe. Il y a des chiffres quand même qui circulent de 20-30%, peut-être plus. Il faut bien voir que là, avec l'ID unique, c'est des gens, c'est des contrats d'abonnés. Donc, on est vraiment sur... on est finalement en capacité de complètement annihiler la fraude avec notre approche. Et ça, c'est super important parce que l'annonceur, aujourd'hui, il y a une partie de son budget qui file je ne sais où, ou en tout cas qui est dépensé inutilement. Donc, ça, c'est important à avoir en tête. Ça me fait penser à une question un petit peu annexe, mais... Est-ce que c'est aussi un nouveau levier de revenus pour les opérateurs téléphoniques dans leur modèle? Est-ce que justement, parce que j'imagine que cette donnée, ou en tout cas l'activation UTIC, elle a un prix, donc j'imagine que les opérateurs également vont s'y retrouver là-dessus. Est-ce que c'est un développement pour eux ou pas particulièrement? Alors, à l'aune de leur chiffre d'affaires, on parle en milliards. Moi, je viens d'Orange, ça faisait plus de 50 milliards de chiffre d'affaires, c'est vraiment très peu. C'est comme la télé adressée, mais finalement, c'est pour les opérateurs se mettre sur ces terrains-là, c'est aussi un moyen d'apporter du service à leurs utilisateurs. Et je le disais tout à l'heure, le fait d'être dans une approche de consentement respectueuse, de pouvoir donner des outils pour manager ces consentements, pour les gérer, pour reprendre la main. C'est un peu dans l'ADN de l'opérateur que d'avoir apporté du service. Et en matière de données personnelles, eh bien, qui mieux que les opérateurs peuvent apporter du service. Et ça, c'est vraiment dans leur ADN. Et c'est absolument important de pouvoir de pouvoir pérenniser ces services, même de les enrichir. Donc, c'est plutôt ce côté-là. Après, bien sûr que ça serait un revenu, puisque UTIC versera une part de son revenu aux actionnaires, mais c'est pas ça qui va être le relais de croissance des telcos demain. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils s'y intéressent. Et je voudrais revenir d'ailleurs sur cette alliance de 4 telcos européens. Ça n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives sur d'autres secteurs d'activité. Ça n'a jamais réussi. Donc là, le fait qu'ils se mettent à coopérer à 4, ça veut dire vraiment qu'ils sont vraiment confiants et qu'ils veulent apporter cette valeur. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors, tu parlais de coopération. Justement, parlons-en. Il va y avoir certainement un enjeu de liquidité de la data pour UTIC, c'est-à-dire de pouvoir réussir à être activable sur toutes les technologies, qui proposent d'ailleurs parfois elles-mêmes des solutions d'ID qui peuvent être concurrentes. Est-ce qu'il va y avoir alors c'est de la compétition coopérative ou de la coopétition? Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que ça peut devenir une vraie réalité dans un marché post-cookie? Ou est-ce que le but pour UTIC, c'est d'être... Non, en fait, il y a deux façons de voir les choses. À ce stade, effectivement, on parle beaucoup d'interopérabilité entre les solutions d'identifiants, parce que finalement, pris une par une, elles n'ont pas réussi à convaincre suffisamment, en tout cas massivement, la preuve. Nous, on arrive les derniers, on a effectivement une promesse qui est quand même assez forte en termes de reach. Donc, on pourrait se dire, finalement, on n'a pas forcément... Enfin, si on est dans la promesse qu'on annonce,
on est en capacité de couvrir la totalité de la population, donc il n'y a pas de sujet d'interopérabilité pour le coup. Mais avant que ce ne soit le cas, on nous parle souvent de dire, tiens, il faudrait que les ID soient dans des logiques de graph, ce qu'on appelle graph ID. Pour nous, ça soulève quand même des questions d'un point de vue légal. Pourquoi ? Parce que si un utilisateur n'a pas donné son consentement sur un des ID pour un site éditeur, eh bien, ce dernier va quand même être utilisé parce qu'il est au sein d'un graphe. Ça pose quand même la question de la base légale. Et nous, on voit quand même d'un mauvais œil, nous qui avons une approche extrêmement stricte du respect de l'utilisateur, de la privacy, de la transparence, ça nous pose un problème. Donc, tant que ces questions-là ne sont pas totalement adressées, on n'ira pas dans une logique de graphe. Et en plus, on n'a pas tous la même exigence en termes justement de transparence, de respect de l'utilisateur. Donc, on ne s'inscrit pas dans ces logiques de graphe à ce stade. Alors, on va voir comment va évoluer le marché, quelle sera notre capacité à nous de monter assez vite en puissance. Après, bien sûr qu'on va s'intégrer avec les outils du marché, donc les DSP, les SSP. Donc, ça, c'est en cours de discussion. On a déjà closé des deals très importants, notamment côté SSP avec un Equatif, par exemple. Equatif, donc c'est la capacité finalement pour un annonceur d'activer sa propre data sous forme de deal de ce qu'on appelle de curation. Là, on rentre un petit peu dans de la technique. Mais basiquement, ça va permettre à un acheteur de pouvoir activer ses données, quel que soit le DSP, y compris sur DV. Donc c'est un moyen finalement tout d'un coup de pouvoir réadresser via la totalité des DSP. Donc voilà, ça c'est work in progress, on continue à discuter avec ces acteurs-là. Donc finalement, s'il doit en rester qu'un, ça sera Utic, quoi. C'est un petit peu ça la morale de ce que tu nous dis. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Mais au fond, voilà, ce que je disais, c'est que on a une telle promesse de puissance qu'on n'a pas forcément besoin d'être associé à d'autres identifiants. On va parler des éditeurs maintenant. Quels sont les éditeurs partenaires en France ? Qu'est-ce que donnent les premiers tests en termes de reach et de performance ? Parce que la promesse, elle est quand même extrêmement forte, mais est-ce que les résultats sont au rendez-vous aujourd'hui ? Alors, faut bien voir que en France, on s'est lancé il y a 7 mois. Oui. C'est court et en même temps c'est long, il s'est passé plein de trucs. Nous, notre priorité, bien sûr, ça a été les éditeurs. Et on s'était fixé le top 30 des éditeurs en France, des groupes éditeurs en France, qui pèsent en gros 90% ou 95% des VU en France. Donc, ça a vraiment été les premiers mois de rencontrer tous ces acteurs. Et alors, on est dans un marché, et c'est marrant parce que moi, j'observe l'Allemagne et l'Espagne qui se sont lancés à peu près au même moment. Nous, en France, nos éditeurs sont prudents et ont voulu tester déjà sur des petits domaines au début, puis après élargir. Donc, assez vite, on a quand même... pu faire des partenariats avec des grands groupes comme Reworld Media, Prisma Media, Groupe SIPA, Altis Media, 366, etc. Et donc ces acteurs-là, ils sont passés maintenant à la phase de déploiement plus massif sur leur site. Si on prend Reworld Media, c'est une 60aine de sites. Si on prend Prisma, c'est dans 25 sites. Donc voilà, une première phase test and learn. Justement par rapport à cette deuxième popine qui a fait beaucoup débat et qui finalement aujourd'hui, après moult A/B tests, montre que ça n'a pas d'incidence sur les KPI d'engagement, sur le bounce rate, sur tout ce qui peut compter pour un éditeur. Et donc, une fois rassuré, il déploie de plus en plus de sites. Nous, là, aujourd'hui, les champions en termes de création d'identifiants, par exemple, c'est un Marmiton et c'est un Actu.fr. Et voilà, donc ça se développe. Le reach, en fait, l'objectif, c'est d'être à la fin du semestre en capacité d'adresser 50% des VU en France. Ah oui, quand même. Donc, pour l'instant, on est dans la target. On a des éditeurs qui continuent à arriver. Alors, il faut bien voir que c'est quand même un process très long entre la première discussion et l'implémentation sur un site. Il peut se passer 3, 4, 5, voire 6 mois.
parce que après, il faut s'inscrire dans des roadmaps des éditeurs. Il y a des sujets effectivement aussi de contractuels, etc. Mais on est très rassurés parce que on a à bord finalement les gros acteurs du marché qui sont convaincus que quand bien même ils utilisent d'autres solutions actuellement, ils se disent il faut absolument avoir Utic parce que c'est effectivement celui qui sera le plus pérenne dans le temps. Qui va être la plus grande couverture. Et les sites, tu nous parles beaucoup de sites, on va dire, de magazines, très lifestyle. Est-ce que les sites de news je parlais du championactu.fr, c'est un site typiquement de news. Ouais. On vient de clôturer d'y un partenariat avec le groupe du Figaro. D'accord. Donc ça, on est vraiment très content. En plus, les audiences du Figaro sont quand même massives. Et puis, ça montre, c'est assez emblématique quand même d'un acteur qui va faire confiance à Utic. Et puis, on a démarré, là, depuis 15 jours, la première campagne qui tourne sur les identifiants Utic d'un gros retailer français. Qui va mesurer en fait deux choses à travers cette campagne. C'est la précision de l'ID Utic par rapport aux cookies, puisque quand on regarde finalement la performance d'une campagne, nombre d'impressions et la répétition, on sait que finalement il y a une surestimation du cookie parce que on a tous plusieurs cookies alors que finalement on n'a qu'un identifiant Utic. Et donc on va voir en fait quelle est que peut apporter en termes de précision l'ID Utic. Et puis aussi de voir la couverture incrémentale puisque il y a Firefox et Safari qui sont à nouveau adressables. Donc ça, c'est l'objectif de cette campagne. Et on a dans le pipe beaucoup de tests de campagne à venir, là, sur avril, mai, juin. On est en discussion aussi avec un gros constructeur automobile pour un deal pan-européen. C'est aussi l'avantage d'avoir une empreinte européenne, hein, nous ne l'oublions pas, et puis elle va s'étendre. Et donc on est assez content quand même de là où on en est après 7 mois. Bon, alors tu t'y as un peu répondu sur les prochaines étapes, mais voilà, c'est quoi à 18 mois, on va dire, surtout si on essaie de se projeter un petit peu plus loin. Là, on a bien compris, c'est d'abord vraiment faire rentrer les éditeurs, lancer les premières campagnes, observer, améliorer. Sur 18 mois, c'est quoi l'ambition ? Voilà. Alors 18 mois, c'est un peu loin. 18 mois à l'échelle 18 mois d'AdTech, c'est long, hein, mais au moins 12 mois. Bien sûr, nous, c'est de continuer cette montée en puissance du reach à travers les publishers, mais là, je suis pas inquiète. Hein, ça le fera à peu près d'ici, ce que je disais, hein, à la fin du semestre, 50% d'adressabilité et on vise à peu près au mois d'octobre 80% d'adressabilité des VIE en France. C'est l'intégration du Wi-Fi, j'en parlais tout à l'heure, super important. Donc là, c'est la capacité de créer l'ID Utic à partir d'une connexion via le Wi-Fi. Donc ça arrive en mai avec SFR en première ligne, suivi de Orange et Bouygues au début de l'été. On espère que Free nous rejoindra. Là, ce serait merveilleux parce que ça nous permet de mapper quasiment 100% des connexions Internet en France. Intégrer, bien sûr, l'ensemble des DSP, des SSP qui comptent sur le marché. J'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment des discussions intenses que nous avons. Et plus globalement, Utic, c'est une société européenne. On est présent dans 5 pays. On va continuer à étendre cette empreinte sur l'Europe. Mais au-delà, on a déjà dans le viseur la possibilité de s'implanter dans un pays en dehors de l'Europe en 2024, cette année. Donc ça aussi, c'est assez unique. On parlait des points de différenciation. C'est qu'aujourd'hui, cette approche et cette solution, elle est totalement scalable et ça nous permet d'avoir justement des deals. J'en parlais tout à l'heure avec un gros constructeur automobile qui justement est présent dans les 5 pays où on est présent et qui veut tout de suite avoir une approche pan-européenne. Et ça, c'est quand même c'est puissant, quoi. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces éclairages autour de cette nouvelle solution donc d'ID Utic. On l'a compris, hein, la grande force de Utic, c'est sa couverture extrêmement large qui vient des telcos. C'est aussi tous ces deals qui sont en train de se mettre en place avec l'ensemble des éditeurs et la force finalement que vous avez à arriver avec tous ces telcos et tous ces utilisateurs. À n'en pas douter, les éditeurs vont évidemment suivre et je le disais un petit peu en riant, en faisant un clin d'œil à une émission célèbre, mais voilà, s'il ne devait en rester qu'un, est-ce que ce sera utile ? Alors, j'ai une petite formule de fin.
À l'heure des JO, puisqu'on est quand même dans la pleine année, je voudrais dire qu'en fait, notre ambition, c'est un peu d'être le champion olympique de l'identifiant. C'est facile, mais c'était marrant de le faire. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Jérôme. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCast. D'ici là, mettez-nous des commentaires et des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.